Nous allons maintenant passer à la première partie, à ce premier test d'une certaine manière, puisque nous allons reprendre des faits d'actualité, de l'actualité économique et sociale que nous avons traités pendant toute cette année à cette à suivre et qui vous permettront peut-être de vous confronter à des acteurs, à des témoins de cette actualité. Face à vous, il y aura donc 5 personnes qui vont à chaque fois vous questionner, vous proposer des réflexions. Premier thème, il s'agit de l'affaire Daewoo. Alors vous vous souvenez, Daewoo, c'est ce Coréen, cette société coréenne dont le chiffre d'affaires est d'environ 300 milliards de francs, voulait Thomson Multimédia, il ne l'a pas eu. Et à cet automne 96, Maryse Mano, pour l'équipe de C'est à suivre, enquête en Lorraine dans l'une des 3 usines déjà implantées en Lorraine, Daewoo y avait créé 1400 emplois. Il y aura sur ce plateau, face à face, des ouvriers, dont Mme Marilyn Caglia de Longwy, et face à elle, le PDG de Daewoo, M. Bay, qui découvrait une réalité sociale très différente de celle de ces usines de l'Asie du Sud-Est. En fait, nous avons 22 usines dans 15 pays différents. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans chaque usine. Moi, je n'en connais pas tous les détails. Ce soir-là, le PDG de Daewoo découvre sur notre plateau les reproches que lui adressent ses salariés français. 3 usines en Lorraine ont essuyé les plâtres de la gestion à la coréenne. Je me suis retrouvé avec un chiffon à la main, un seau d'eau, et on a fait tout un ménage, un gros ménage qu'on a fait. Ils nous ont fait nettoyer les murs au triclot, 5 h du matin. Ils aimeraient bien qu'on travaille comme chez eux, comme les Coréennes, quoi. Eux, ils se taisent, ils sont rapides, ils voulaient quand même qu'on soit comme eux, mais on ne peut pas, on n'a pas la même mentalité. En octobre 1996, à l'usine d'Orion, un accident a coûté la vie à un salarié coréen. Le 13 mai dernier, le tribunal condamne Daewoo. Conséquence, un échéancier est en place pour la mise à niveau des normes de sécurité dans l'usine. On n'est pas opposé à la venue du groupe Daewoo, mais simplement nous on dit on est aussi pour des emplois en Lorraine, bien sûr on se bat tous les jours, mais on dit pas dans n'importe quelles conditions. Les syndicats, l'inspection du travail, ont fini par imposer le respect des droits sociaux minimums chez Daewoo. Mais l'adaptation aura pris quelques années. Alors Marilyn Caglia, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission ? Bon, eh bien depuis l'émission, même si ça n'a pas toujours été facile, mais ça a permis au moins de renouer des liens et de poursuivre. Alors ça veut dire qu'il faut encore se battre, mais on est toujours présent pour continuer. Vous avez en face de vous de nouveaux députés. Qu'est-ce que, fort de cette expérience et de la bataille que vous avez menée sur le terrain, pour que les règles sociales soient appliquées, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Oui, donc moi j'ai plusieurs choses à dire. C'est en fait que je viens de Longwy en Lorraine. Lorraine, c'est le cœur de l'Europe, hein, tout à fait. Et là, il y a eu la crise de la sidérurgie lorraine. Donc ça, c'était imparable, ça a amené beaucoup de drames sociaux. Puis il y a eu des entreprises étrangères qui sont venues, je dirais qu'encore bon, puisqu'on attend encore le patronat français, des entreprises telles que Daewoo, où il faut se battre, mais c'est aussi une expérience. Et au-delà de ça, on a aussi des entreprises du groupe Matsushita, telles que JVC et Panasonic. Et là, on est complètement en colère, puisque JVC vient de délocaliser, donc au profit de l'Écosse, pour une plus grande flexibilité, des salaires moindres, etc. Ça fait quand même 243 personnes en mois, et aussi vient de délocaliser en partie vers la Hongrie par rapport à Panasonic, et aussi il y a une crainte de fermeture de cette usine, ce qui ferait moins 150 emplois. Donc moi j'ai des questions à vous poser, vous êtes nouvellement élu, donc félicitations, mais ça veut dire qu'il y a du travail à faire, et les questions sont de cet ordre-là. À quand un code du travail européen correct pour tous et non bas de gamme, et à quand des règles communes en fait pour éviter cette loi de la jungle? C'est aussi simple que ça, mais ça mérite des réponses concrètes et du travail. Alors chacun peut s'exprimer. Oui, Gilles, oui, moi je suis d'accord avec vous, madame, parce que la mondialisation et le développement économique, ça ne veut pas dire la précarité sociale et la loi de la jungle. Et voyez-vous, puisque tout à l'heure M. Sérillon parlait de notre expérience, moi, j'ai commencé mon expérience professionnelle dans une entreprise américaine qui s'appelait le groupe ITT. Eh bien, il était plutôt à la pointe de la gestion sociale. Et je trouve que ce qu'on voit là est parfaitement inacceptable. Et la mondialisation ne doit pas vouloir dire précarité sociale. Je crois, puisqu'on parle beaucoup de l'Europe, il y a un formidable défi pour notre pays
d'exporter le modèle social français et de le proposer notamment à ces nouvelles démocraties de l'Est qui s'ouvrent à la démocratie. Oui, mais comment comptez-vous faire concrètement? Parce qu'en attendant, nous, JVC, ça fait de l'emploi en moins, Panasonic aussi, et puis là, c'est très local, quoi. Mais aussi, je voudrais dire qu'on ne cherche pas à opposer des salariés d'un pays à un autre. Bien entendu. Parce qu'il est bien entendu que tout le monde cherche un travail. Mais en fait, bon, c'est une solution, et comme je le disais, des règles communes à trouver. Mais vous me dites que c'est bien, mais moi, je voudrais la solution concrète. Monsieur Clary, est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience, par exemple? Oui, justement, je crois que le témoignage est émouvant. Les bons sentiments ne suffiront pas. Et nous, Français, nous avons une responsabilité toute particulière pour éviter des reculs de civilisation du fait de la mondialisation. Je vais prendre un exemple qui ressemble à celui de Vilvorde et au vôtre aussi. C'est l'usine de batterie la plus moderne d'Europe qui se trouve à Nîmes. Fulmen, c'est ça, oui. Et qui a été acquise, voilà quelques années, par le groupe américain Exide. Contre l'avis d'ailleurs du Conseil de la concurrence, à l'époque où M. Balladur était à la fois dans le conseil d'administration, après avoir été président, Premier ministre. Or, aujourd'hui, cette usine, qui est la plus performante, qui a obtenu tous les labels ISO 14001, qui a obtenu des primes, qui a un rendement très élevé, avec 208 salariés très compétitifs, doit être supprimée. Et après avoir supprimé les usines dans les pays scandinaves, on veut supprimer cette usine de Nîmes délocalisée à Auxerre. On ne veut pas jouer une famille de Nîmes contre une famille d'Auxerre, contre une famille de Vierzon. Oui, mais question, il faut partout. Monsieur Clary, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas interdire à des gens qui détiennent des capitaux à l'extérieur ou à des patrons de délocaliser leurs usines. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Non? Eh bien, je crois que les nouveaux élus sont au pied du mur à l'Assemblée nationale. Mon groupe, notamment, avait proposé une loi dissuadant de délocaliser. Pourquoi ne pas essayer? Et c'est d'ailleurs ce qu'attendent les salariés. Ils n'attendent pas d'ailleurs les pieds en ayant voté et en nous déléguant tout. Je crois que c'est ensemble qu'il faut que nous poursuivions. Il y a demain une journée nationale d'ailleurs européenne avec des travailleurs qui sont réunis à Paris. C'est un moyen de conjuguer les efforts à la fois des travailleurs et en même temps des élus que nous sommes. C'est que le président de l'Assemblée nationale, il y a un chronomètre à chaque fois. Je crois qu'avant tout, c'est une volonté politique, si vous voulez. Si déjà, dans l'Europe, les pays qui concernent l'Europe ne se mettent pas d'accord sur la volonté de l'Europe sociale, nous n'arriverons à rien. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, à Malmö, vous avez vu M. Jospin et M. Tony Blair. Il me semble qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur le principe même, si vous voulez, de l'Europe sociale. Certains veulent dire il faut fonctionnariser un peu plus, et Tony Blair dit non, moi j'ai un discours totalement différent. Concrètement, sur ces cas précis, comment faire? Si vous n'êtes pas d'accord déjà entre nous, si vous voulez, en Europe, on ne peut pas. Donc il faut d'abord que l'Europe ait une volonté politique pour que l'on puisse se retrouver avec les mêmes frais et les mêmes charges éventuellement. Monsieur Grasset, en tant que préfet, vous avez certainement eu à connaître ce genre de cas d'usines qui s'en vont, qui arrivent. Est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer et est-ce qu'on peut protéger, d'une manière ou d'une autre, certaines usines pour qu'elles ne partent pas? Je pense qu'il faut effectivement légiférer d'une façon ou d'une autre, peut-être de façon relativement pragmatique, mais on assiste quand même finalement à une sorte de chantage permanent, que ce soit l'emploi, que ce soit l'environnement, envers des ouvriers qui sont relativement mal armés pour lutter contre ces délocalisations. Je pense qu'il faut effectivement légiférer, pas au niveau français car c'est un trop petit marché, mais au niveau européen, et très rapidement mettre en place ce code social européen. Monsieur Marchand, Madame Rivasi, parce qu'en général les écologistes disent nous on n'est pas là uniquement pour parler des légumes et du nucléaire, on s'intéresse à tous les problèmes. Sur ces cas très précis de délocalisation, quelle est votre analyse? Moi j'avoue que je suis assez pessimiste. Parce que je trouve qu'on a une réalité très dure. Il faut créer l'Europe sociale. Moi j'entends, on dit, mais pour l'instant l'Europe sociale on ne l'a pas créée. Donc il faut se mettre d'accord aussi. En France, est-ce qu'il y a un code social? Parce qu'il y a aussi des gens qui font 40 heures, qui font 45 heures. Il n'y a pas une situation en France qui est idéale. Et dire on a un modèle super, mettons-le au niveau de l'Europe, je ne suis pas persuadée qu'il est super en France, pour beaucoup de gens. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut créer une Europe sociale et puis d'un point de vue international se battre là-dessus parce que je vois mal comment une entreprise, on peut l'empêcher de se délocaliser. À ce moment-là, il ne viendra pas en France. À l'heure actuelle en Europe, c'est l'Irlande le pays clé
puisque vous n'avez pas de taxes professionnelles, vous avez les charges sociales les plus basses, la protection minimale, et que font les entreprises? Elles vont en Irlande. Donc, un, l'Europe, mais deux, d'un point de vue international, il va falloir se battre aussi, parce que c'est la planète entière qui est touchée par ce système-là. Et légiférer, je crois qu'il faut légiférer déjà sur le code social français. Qu'est-ce que c'est le travail au niveau français? Qu'est-ce qu'on demande au minimum? Et puis ensuite, sur l'Europe sociale, il faudra des critères communs là-dessus, et ensuite d'un point de vue international. Moi, je n'ai pas dit que le code du travail français était le meilleur, mais je veux dire, c'est aussi votre travail et le travail des députés européens de voir, et c'est surtout, avant tout, une volonté politique, parce qu'on ne va pas pouvoir non plus continuer comme ça. Il y a quand même, en Europe, 18 millions de chômeurs, 50 millions d'exclus. Si c'est ça l'Europe, c'est pas la peine. Moi, je suis pour l'Europe, mais pas comme ça. Mais je comprends bien que vous soyez pessimiste, mais il faut aussi aller de l'avant, sinon, vous ne nous redonnez pas l'espoir à nous, en fait, non plus. Monsieur Perrault. Oui, moi je voudrais dire qu'on a toujours l'impression que la loi du marché, que la mondialisation, c'est quelque chose d'absolument surnaturel qui s'impose à tous les hommes de la planète. Enfin, je crois qu'il faut quand même rappeler que ce sont des hommes qui règlent les échanges mondiaux. Ce sont les hommes qui ont signé les accords du GATT. Ce sont des hommes qui règlent l'Organisation mondiale du commerce. Et vous avez raison de nous interpeller, parce que c'est directement de notre responsabilité politique en tant qu'élus d'un pays comme la France. Mais il est certain que seuls nous ne ferons rien, les problèmes se régleront au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Mais moi, je refuse l'idée que c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui s'impose à la planète comme une force surnaturelle. Non, ça s'appelle le capitalisme au niveau de la planète. Alors,